d'Officine Expo EasyCom de nous donner cette occasion de pouvoir avoir professeur Kissani parmi nous pour traiter du thème l'Alzheimer, un thème de grande actualité actuellement et que vous rencontrez souvent dans vos officines, notamment les familles des personnes atteintes de l'Alzheimer. Donc, professeur Kissani va nous parler de cette maladie et de sa prise en charge et je vous souhaite une excellente conférence. On a distribué un petit questionnaire tombola et le tirage au sort se fera tout de suite après sur le plateau TV et les cadeaux, c'est 2 mini iPad. Donc, je vous souhaite beaucoup de chance et une belle conférence. Donc, mes chers collègues, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi. Donc, je remercie tous les organisateurs de l'Officine Expo 2015, Laboratoire Copper et tous les organisateurs pour m'avoir autorisé et permis en fait de vous rencontrer aujourd'hui et de parler d'un sujet d'actualité qui est la maladie d'Alzheimer, donc qui affecte une grande partie de la population et qui malheureusement posera un grand problème de santé publique au Maroc, surtout durant les décennies à venir, du vieillissement de la population, comme vous le savez, et malheureusement pour lequel on est encore, je dirais, désarmé et on aura assez de problèmes dans le futur avec ce problème-là. Donc tout d'abord, comment fonctionne un cerveau normal? Bien sûr, on ne peut pas connaître l'Alzheimer ni les démences si on ne connaît pas la mémoire et surtout comment fonctionne un cerveau. Donc tout d'abord, le cerveau, c'est principalement, donc bien sûr, il reçoit une information, ça dépend visuellement, auditivement, de façon tactile ou tout ce qu'on veut. Après, la deuxième partie, c'est analyser, intégrer l'information. Toute information qu'on reçoit, le cerveau doit l'analyser, l'intégrer un petit peu pour la mettre dans son contexte. Et la principale haute fonction, c'est la mémorisation. Donc le cerveau, toujours, il garde une trace de tout souvenir qui passe devant les yeux ou dans toute fonctionnalité du cerveau. Et donc ça, c'est la mémoire. Et en fait, c'est ça la partie qui souffre le plus dans la maladie d'Alzheimer, donc qu'on va voir tout à l'heure. Et en dernier lieu, le cerveau, bien sûr, va réagir. Bien sûr, il réagit. On peut poser la question à quelqu'un, on peut demander à quelqu'un de bouger, donc la réaction, ça varie entre une réaction motrice, sensitive, psychique, etc., etc. Mais bien sûr, si le cerveau n'a pas bien gardé l'information en mémoire, bien sûr, les réactions vont être affectées et là, ça va donner pas mal de troubles qu'on va rencontrer dans la maladie d'Alzheimer, notamment les troubles du comportement, les problèmes d'oubli, etc. Et parfois, les gens qui peuvent avoir un tas de perturbations dans leur vie professionnelle, familiale, sociale, etc. Donc déjà, la démence, bien sûr, la maladie d'Alzheimer, ce n'est qu'une partie de toutes les démences qui sont... il y a une trentaine de variétés de démence et... Donc la démence, c'est tout d'abord la définition de l'OMS. Donc c'est un problème progressif déjà de la mémoire et de l'idéation qui est suffisamment marqué pour affecter et impacter les activités de la vie quotidienne de tous les jours, que ce soit familiale, sociale, professionnelle. Et là, il faut au moins que ça évolue depuis 6 mois minimum. Donc des malades parfois qui consultent pour des troubles qui datent de 2 semaines, de 4 semaines, etc. On n'a pas le droit de parler ni de démence et encore moins d'Alzheimer. Et les autres affections, les autres troubles qu'on peut rencontrer, c'est le langage, le calcul, le jugement, l'altération de la pensée abstraite, les praxies, les gnosies, les fonctions de la personnalité. Donc ça, c'est dans les stades assez avancés de la maladie d'Alzheimer. Mais les troubles initiaux, c'est surtout les troubles de mémoire. Donc c'est les oublis, c'est les gens qui oublient. Il parque sa voiture, il ne sait pas où il a parqué. Il veut appeler quelqu'un, il ne trouve pas le nom. Il prie parfois 20 fois, 30 fois, et après il ne sait même pas ce qu'il a prié. Il y a des gens qui oublient, c'est pas la marmite sur le feu, et parfois il y a des accidents graves. Il y a des gens parfois qui oublient le nom de son fils, de sa fille. Donc imaginez quelqu'un qui a passé 30-40 ans avec son enfant, et après il oublie même le nom, ou bien parfois il rentre aux toilettes, il oublie comment ouvrir la porte. Donc ça devient vraiment très très gênant, et ça c'est parfois les signes déjà avancés de la maladie. Donc, on ne peut pas bien sûr comprendre la maladie d'Alzheimer si on ne connaît pas la fonction de la mémoire. Donc, rapidement, la mémoire, il y a différents types de mémoire, il n'y a pas une seule mémoire. Donc, il y a la mémoire immédiate, donc c'est la mémoire sensorielle. Par exemple, on donne un numéro de téléphone à quelqu'un, il se rappelle de ce numéro pendant quelques fractions de secondes. C'est-à-dire c'est juste une boucle entre l'appareil phonatoire et sensoriel. Et donc ça ne dépasse même pas une seconde. D'accord ? Après, il y a la mémoire donc à court terme.
En fait, c'est la mémoire de stockage de très bref délai, ça ne dépasse pas 90 secondes. Et en fait, c'est cette mémoire-là qui est touchée dans la maladie d'Alzheimer. C'est ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est la mémoire dont on a besoin chaque jour. C'est pas que votre assistant, il vous donne des médicaments, il vous appelle au téléphone, il vous passe quelqu'un, etc. Donc tout ça, c'est des choses dont on a besoin pendant quelques secondes, jusqu'à 90 secondes, et après, les choses s'effacent sans qu'on les garde dans notre mémoire. Et donc ça, c'est la mémoire à court terme, bien sûr, qui est la plus touchée dans la maladie d'Alzheimer. Et en dernier lieu, donc c'est vrai, la mémoire à court terme, elle dure très très peu dans le temps. La mémoire sensorielle, elle dure encore moins. Et la mémoire à long terme, en fait, c'est elle qui dure le plus dans le temps. Et donc, c'est la mémoire vraiment de tous les jours. Par exemple, c'est un étudiant pour passer ses examens. Dans notre profession, médecin ou pharmacien, pour garder en mémoire les produits, leur durée, comment on fonctionne, etc. Qui appelait, le nom de famille, l'adresse, les pays qu'on a visités, etc., le nom du roi, du ministre tel, etc. Donc tout ça, c'est la mémoire à long terme. Et c'est une mémoire, stockage parfois définitif, ou parfois c'est plusieurs minutes à quelques jours, ou parfois toute la vie, ça dépend des souvenirs. Et donc ça dépend de la répétition de l'information. Et donc pour résumer, il y a différents types de mémoire. Et donc la mémoire la plus touchée dans la maladie d'Alzheimer, ou les autres démences, principalement Alzheimer, c'est la mémoire à court terme, et donc qui va toucher les informations enregistrées pendant quelques secondes jusqu'à 1 minute et demie. Donc c'est vrai, la mémoire immédiate, c'est tout ce dont on a donc expliqué, c'est tout ce qui est sensoriel. Par exemple, vous voyez une image sur la télé ou un souvenir. Après, si vous ne vous concentrez pas, il y a toujours un travail de concentration pour garder en mémoire, sinon ça s'efface rapidement. Donc la mémoire à court terme, elle a besoin du lobe frontal pour garder les choses en tête, bien sûr, un certain laps de temps, et surtout pourquoi de travail, on l'appelle de travail, parce que c'est une mémoire qui sert dans notre vie professionnelle. Et donc, par exemple, là, elle a besoin de tout ce qui est pensée logique, la planification, la prise de décision. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui veut traverser la route, il voit un bus arriver, donc là, rapidement, il voit qu'il y a danger pour lui, il faut qu'il planifie, est-ce qu'il est plus proche de l'autre rive ou de la première rive, est-ce qu'il traverse, est-ce qu'il revient en arrière, donc tout ça. Par exemple, ça, c'est un petit exemple de mémoire à court terme, et donc c'est cette mémoire, donc imaginez quelqu'un qui traverse la route, il voit un bus arriver, il ne sait pas ce qu'il va faire, bien sûr, là, il risque d'être accidenté, et donc ça peut se voir dans la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, il y a beaucoup de cas d'accidents de travail, professionnels, etc., qui sont dus à cette analyse qui est défectueuse de ces messages et le problème de pensée logique, mauvaise planification, et par conséquent, on a vu tout à l'heure, il n'y a pas une bonne prise de décision, et vous allez avoir donc des conséquences parfois qui peuvent être dramatiques. Et donc, bien sûr, il ne faut pas mettre tout sur le compte de la mémoire. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent consulter pour des problèmes de mémoire, d'oubli, etc. Et quand on cherche, on trouve qu'il y a parfois un problème juste de stress, de fatigue. C'est des choses qu'on voit dans les villes comme Marrakech, comme Casa, Rabat, et même les petites villes, etc. Donc, il y a les gens qui sont pris par emmener les enfants à l'école, revenir, circulation, embouteillage, etc. Tout ça, ça cause des problèmes de stress. Qui dit stress, donc dit le cerveau ne fonctionne pas bien. S'il ne fonctionne pas bien, c'est normal que vous allez avoir ces problèmes-là. Et c'est normal que la mémoire aussi ne va pas bien fonctionner. Mais il suffit que la personne se donne un peu de repos, se dorme bien, etc., mange bien, se relaxe, et après tout rentre dans l'ordre. Et ça nous permet un petit peu de revenir et de dire, oui, ce n'est pas des troubles déjà anciens dans le temps. On a vu tout à l'heure que ça doit au moins dater de 6 mois. Et deuxièmement, c'est des problèmes qui se résolvent avec le temps. Et par conséquent, donc, ce n'est pas des problèmes de mémoire, c'est plutôt un problème de stress. Et plus, c'est des troubles de concentration. Et donc, comme je l'ai dit, en fait, le stress, la fatigue, etc., donc tout ça, la tension nerveuse, donc tout ça peut aussi bloquer le transfert des données au cerveau et peut donner de faux troubles de mémoire. Et quand on cherche bien, en fait, on trouve que c'est plutôt des troubles de concentration. Et donc là, il y a un test très facile en pratique qu'on fait. Par exemple, on fait l'épreuve des 3 mots au malade. Un malade qui vient, on lui donne par exemple 3 mots, une chaise, une clé, une pomme, et après, on lui demande de répéter. Pourquoi répéter? C'est pour passer à la mémoire à court terme, pour que ce ne soit pas la mémoire sensorielle, on a vu tout à l'heure, qui dure moins d'une seconde. Une fois, en fait, il fixe, c'est-à-dire le message, il est bien fixé. Donc après, on lui fait un autre exercice pour détourner son attention, c'est-à-dire un calcul 100 moins 7, etc., ou bien une reproduction graphique, une écriture, etc. C'est juste un petit peu pour ne pas le laisser fixer à ce qu'on lui a dit, et après on lui repose la même question, et là on vérifie est-ce qu'il a mémorisé ou il n'a pas mémorisé. Donc quelqu'un qui ne mémorise pas, ça peut être problème d'Alzheimer ou des démences, comme ça peut être problème de déconcentration. Et pour trancher entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? On aide parfois le patient à se retrouver. Par exemple, pomme, on va lui dire que ça commence par un P, ou bien ça fait partie des fruits. Donc un malade Alzheimer, il ne va jamais trouver. Vous lui disiez, ça commence par un P, fruit, etc. Ou bien parfois avec reconnaissance. C'est-à-dire vous lui montrez 5 fruits dans lesquels il y a la pomme, et après,
un malade qui a des troubles de stress, de fatigue, etc., il n'a pas d'Alzheimer, donc là, il va retrouver, parce que c'était juste fatigue, et là, vous l'avez un peu aidé à retrouver. Un malade donc, qui a un Alzheimer, il ne va jamais trouver, parce qu'une chance sur 5 de tomber sur le produit que vous lui avez montré. Et donc ça nous permet un petit peu de distinguer entre les problèmes de concentration qu'on voit dans le stress, fatigue, dépression ou autre, et les problèmes de démence et de troubles de mémoire qu'on voit plutôt dans l'Alzheimer. Donc c'est vrai, la mémoire à long terme, en fait, c'est une mémoire qui est rarement touchée dans l'Alzheimer donc au début, mais elle peut être touchée dans des stades avancés, en général, après 4-5 années d'évolution. Vous allez avoir votre malade aussi qui va plus pouvoir fixer les souvenirs anciens. Et ça, c'est par exemple ce qu'on appelle la mémoire déclarative, c'est par exemple les choses qu'on peut déclarer, par exemple le nom d'une capitale, le nom d'un ministre, le nom d'une ville, d'un fruit, etc. Donc tout ça, c'est des choses déclarées, et donc c'est la mémoire déclarative. Ou bien la mémoire non déclarative, c'est par exemple tout ce qu'on fait mais qu'on ne déclare pas. Comment est-ce qu'on met la cravate, comment est-ce qu'une dame met son foulard, comment la personne prépare sa cuisine, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on mémorise, mais c'est des choses instinctives ou motrices, mais pas verbalisables. Donc en fait, c'est ça les deux grands groupes de mémoire à long terme, et en fait, cette mémoire-là, elle est rarement touchée au début. Donc si vous avez un malade où les troubles commencent par des troubles de mémoire à long terme, donc ça ne peut pas être un Alzheimer, parce que c'est la mémoire à court terme qui est touchée, et cette mémoire-là est touchée, mais très très tardivement. Donc en fait, pour résumer la situation, donc vous avez la mémoire sensorielle, vous voyez quelque chose, vous entendez, vous faites un peu attention, parce que si on n'est pas concentré, on risque de ne pas mémoriser. Ça passe vers la mémoire à court terme, qui est atteinte dans le d'Alzheimer, et là il faut, par exemple, quelqu'un qui prépare des examens, etc., même s'il mémorise ici, s'il ne répète pas et ne récupère pas l'information, là il ne pourra pas la transférer vers la mémoire à long terme, qui est la mémoire finalement définitive. Et donc la mémoire à court terme, c'est celle qui est touchée dans la maladie d'Alzheimer. Donc c'est vrai, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est quand même fréquente. Elle a été connue la première fois en 1907. Et donc là, vous avez Alois Alzheimer, donc, qui est un psychiatre allemand. Et ça, c'est la première patiente chez qui cette maladie a été décrite. Et d'ailleurs, en Allemagne, donc à l'époque, ils faisaient des études post-mortem pour confirmer quand quelqu'un meurt. Ils analysent le cerveau. Et là, ils ont trouvé chez elle les lésions spécifiques de maladie d'Alzheimer qu'on appelle les plaques séniles. Et donc, quelques chiffres. Dans maladie d'Alzheimer, donc ça touche surtout les tranches avancées, 65 ans et plus, mais c'est vrai, actuellement, il y a ce qu'on appelle Alzheimer juvénile. Il y a même des gens qui ont 50, 45 ans, ou même parfois moins, et chez qui des cas d'Alzheimer ont été confirmés. Donc l'incidence, c'est vrai, en France, au Maroc, on n'a pas beaucoup de chiffres. Après 85 ans, ça va jusqu'à 1 pour 20, ou 5%. Et bien sûr, au Maroc, approximativement, on doit être à 110 000 cas d'Alzheimer. Donc ça, c'est des études hospitalières qui sont malheureusement biaisées, parce que tous les gens ne consultent pas, tous les gens ne vont pas à l'hôpital, ils vont ailleurs, en clinique ou chez le frais, Bouyaromar, etc. Il y a beaucoup d'habitudes chez nous, malheureusement. Et donc, ça fait que les chiffres ne sont pas vraiment vrais. Donc là, il y a une autre étude, en fait, qui part de 90 000 cas, donc qui a été publiée donc, le 17-12-2010, et donc qui parle d'une prévalence de 0,28%. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au Maroc, on a un problème de population jeune, 40% sont âgés de moins de 20 ans, ce qui fait dans 20-30 ans, on va être malheureusement confronté à beaucoup de cas d'Alzheimer. Malheureusement, pour ce problème, on n'est pas encore bien armé. Donc quelques chiffres. Donc à Marrakech, donc, on a fait une étude, on a trouvé qu'une prévalence hospitalière de 3%, c'est-à-dire tous les malades vus à l'hôpital, 3% c'est des malades qui présentent une démence d'Alzheimer, une démence, et on a trouvé que la maladie d'Alzheimer représente la moitié, 50% de toutes les démences, parce qu'il y a la syphilis, il y a les tumeurs, il y a les infections, il y a beaucoup de problèmes, et donc on a trouvé que la moitié de tous les cas de démence, c'est la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un problème quand même, c'est un problème de santé publique. Les autres, ça peut être vasculaire, dégénératif, syphilis, la neurosyphilis, on a encore des cas malheureusement, le Creutzfeldt-Jakob, le neuro-B7, l'hypothyroïdie, etc. Donc comment commence la maladie? Donc là, il y a des lésions tout à fait spécifiques de la maladie, donc comme les plaques séniles, comme vous voyez ici. En fait, on va les voir sur une autre image plus grande. En fait, qu'est-ce qui se passe? On va le voir tout à l'heure sur un schéma. Donc là, il y a en fait des protéines normales dans le cerveau, la protéine bêta-amyloïde, et normalement, il y a des alpha, bêta, gamma, synthéta, c'est en fait des enzymes qui vont dégrader ces protéines. Et là, la malchance, c'est que la dégradation ne tombe en fait au niveau d'une substance qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, en fait, le problème commence au niveau de l'hippocampe, comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est un cerveau. Et là, vous avez l'hippocampe qui est le circuit de la mémoire
qui va faire passer les informations de la mémoire de fixation à la mémoire à long terme. Et donc c'est pour ça que l'hippocampe, c'est la structure la plus touchée, et c'est pour ça que les premiers troubles, dans le cas de l'Alzheimer, c'est des problèmes de mémoire et de mémoire de fixation. Donc comment progresse la maladie? En fait, là, on a différents stades. Donc le premier stade, c'est, vous allez avoir en fait juste une petite atteinte de l'hippocampe qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est ça l'hippocampe, c'est la partie interne du cerveau. C'est vraiment, je dirais, c'est l'enregistreur. C'est en fait comme le petit appareil qu'on a dans les anciens appareils radio quand on met record, etc. Donc il y a un petit bout qui descend. Et là, en fait, ça permet d'enregistrer. Donc c'est exactement le même système. Et donc ça, c'est un petit appareil qui permet d'enregistrer, comme on a vu tout à l'heure. On capte l'information, on analyse, on intègre, et après on enregistre, et après on réagit. On peut réagir à l'instant même, on peut réagir après. Et donc ça, c'est la structure qui est lésée et qui va concerner la mémoire. Donc ça, en général, vous n'allez avoir aucun signe clinique. Le malade, il ne va présenter rien du tout, ou à la limite, c'est quelqu'un qui va avoir des cas d'Alzheimer chez lui, et parfois qui peut venir pour faire des tests, et on peut confirmer qu'il a un début d'Alzheimer, mais aucun signe clinique encore. Donc après, vous allez avoir ce qu'on appelle le MCI, Mild Cognitive Impairment. En fait, c'est le stade 3, c'est-à-dire l'atteinte est les plus avancée dans l'hippocampe. Et en fait, c'est à ce stade-là que vous allez commencer à avoir quelques signes cliniques. Les signes cliniques, c'est surtout, comme on a vu tout à l'heure, c'est des troubles de mémoire. C'est des malades qui vont avoir une bonne mémoire immédiate, c'est-à-dire là, il va fixer un numéro de téléphone rapidement. Il ne va pas avoir une bonne mémoire de travail. Par exemple, là, vous lui demandez quelque chose, 2 minutes après ou 1 minute après, il a oublié. Et la mémoire à long terme, c'est-à-dire son nom de famille, sa date de naissance, profession et tout, là, il va bien se rappeler. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le MCI, ou les stades en fait précoces de la maladie. Et en fait, c'est à ces stades-là où il faut faire le diagnostic pour assurer le traitement, parce que quand le malade est traité à ce stade, vraiment, le résultat est très, très important. Et donc après, vous allez avoir en fait ce qu'on appelle le stade 4, c'est le pôle temporal qui est touché. Et là, vous allez avoir encore des troubles de mémoire plus importants. Donc après le stade 5, c'est encore plus avancé. Après, vous allez avoir le stade 6. Donc si vous voulez le stade 6, là, vous allez avoir le pôle temporal qui est touché. Et là, vous allez avoir d'autres troubles qui vont se surajouter. C'est surtout les troubles du langage. Vous allez avoir quelqu'un qui avait déjà des troubles de mémoire il y a 1 année. Et après, il va commencer à avoir des troubles du langage, c'est-à-dire là, il va mélanger les mots. Par exemple, pour dire pomme, il va dire par exemple rhum ou pause, par exemple. C'est-à-dire la première partie du mot pomme, et la deuxième, c'est une autre partie, où parfois il va carrément mélanger le nom, ce qu'on appelle des paraphasies sémantiques. Au lieu de dire pomme, il peut dire porte, d'accord, porte un petit peu, c'est phonémique, mais il peut dire par exemple chaise. Donc ça, en fait, c'est alors que lui, il veut dire pomme. Et comment est-ce qu'on fait la différence? C'est qu'on peut chercher par un autre moyen, c'est-à-dire il peut le faire par écrit, et là, vous allez trouver qu'il voulait bien dire pomme et pas ce qu'il vient de prononcer. Donc après, vous allez avoir l'atteinte qui va être encore plus avancée dans les stades 7 et 8. Donc là, vous allez avoir complètement la partie externe du cerveau qui est touchée. Et là, vous allez avoir des troubles encore plus importants. Vous allez avoir des troubles du comportement qui vont s'installer. Et en dernier lieu, donc ça, en fait, le stade 7, 8, 9 et 10. Donc là, le stade 10, vraiment, tout le cerveau est touché. Et là, vous allez avoir carrément donc, des troubles de comportement, agressivité, des problèmes d'agitation, les problèmes sphinctériens. Un sujet donc âgé de 60-70 ans qui va faire pipi dans ses vêtements, qui va faire pipi devant tout le monde, qui va avoir aucun sens de, si vous voulez, de respect de la famille, etc. Il va étrangler son épouse, il va aller dans les toilettes, etc. Il va dormir dans le jardin, il va passer toute la nuit à crier, etc. Et parfois, ça dérange et la famille, surtout les aidants, par exemple l'épouse ou l'époux, et encore parfois les voisins, et ça pose de grands problèmes, parfois même avec les voisins, donc les gens, et surtout au Maroc, on n'a pas encore assez de centres pour placer ces malades. En France, donc on peut placer facilement. Donc chez nous, parfois, c'est la famille qui souffre. Donc en fait, les critères diagnostiques de la maladie d'Alzheimer, donc c'est les critères DSM. Tout d'abord, il faut avoir des troubles de mémoire, donc c'est le signe clé. Après, il faut avoir au moins une de ces manifestations suivantes, au moins l'aphasie ou bien l'apraxie. L'aphasie, en fait, c'est les problèmes du langage. L'apraxie, c'est les problèmes de la gestualité. Par exemple, on peut demander à quelqu'un de faire des gestes répétés, par exemple, comme ça, taper sur la table, 3 gestes répétés. Un malade Alzheimer, il n'arrive jamais à faire ça. Après, vous allez avoir des problèmes gnosiques. Gnosie, en fait, c'est la fonction sensitive spécialisée. C'est-à-dire quelqu'un, vous lui demandez en fermant les yeux, de toucher une clé, et après, de vous dire de quoi il s'agit. Et après, donc, ces malades-là, ils ne vont plus pouvoir distinguer entre, par exemple, une clé, un stylo, etc. Donc là, il connaît les informations élémentaires, la taille, la chaleur et tout, mais il est incapable de vous dire de quoi il s'agit.
Donc après, il va y avoir une altération des fonctions exécutives, par exemple les projets, organisations, pensées abstraites. Par exemple, vous lui demandez, c'est pas, vous voulez aller à la Mecque, qu'est-ce que vous allez, dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, là, il faut qu'il ait son visa, le billet d'avion, préparer la valise, etc., etc. Donc un malade qui a l'Alzheimer, donc là, il est incapable de vous dire même les choses les plus simples. Il va vous dire peut-être là, je vais aller prendre le taxi et aller à la Mecque. Donc des choses comme ça. Donc après ces perturbations, comme on avait vu trouble de mémoire avec un de ces 4 signes, ils vont altérer les fonctions professionnelles, sociales et familiales. Donc une fois ça n'altère pas, ça n'impacte pas ces fonctions. Donc en fait, on n'est pas en droit de parler de démence ou de maladie d'Alzheimer. Donc là, on a beaucoup de malades parfois qui viennent consulter pour des problèmes liés au stress, à la fatigue. Et quand on cherche, donc là, ça n'impacte pas leur vie familiale, professionnelle. Et donc il faut rassurer, parfois donner un traitement antidépresseur, des preuves, et après revoir 1 mois, 2 mois après, si tout rentre dans l'ordre. Donc c'est que ce n'est pas une maladie d'Alzheimer. Et après, en fait, de façon exclusive, il ne faut pas qu'il y ait de confusion mentale, parce que ça, c'est un problème souvent confondu avec la démence. La confusion, par exemple, c'est un diabétique qui n'a pas pris son petit déjeuner, il a pris son insuline, et après, il va faire une hypoglycémie. Hypoglycémie, ça va donner des troubles cognitifs, des troubles avec transpiration, avec crampes épigastriques et tout, mais il y aura des signes neurologiques avec troubles de mémoire, mais en fait, qui sont aigus. Ce n'est pas déjà ancien, parce que Alzheimer, on a vu que c'est 6 mois minimum. Diabète, par exemple, confusion, c'est rapide, c'est quelques secondes, quelques minutes. Et surtout, vous avez le contexte. Et au moindre doute, chez un diabétique, c'est mieux de donner un peu de sucre ou un glucosé hyper. Et après, vous allez avoir tous les signes qui vont disparaître. Et en dernier lieu, vous allez avoir aucun signe clinique ou paraclinique qui vous évoque une origine secondaire. Donc ça, c'est juste une imagerie par résonance magnétique nucléaire, l'IRM. Et donc quand vous faites une IRM chez ces malades, d'ailleurs ces malades au moins une fois dans leur vie, il faut qu'ils bénéficient de l'imagerie par résonance magnétique. C'est l'examen vraiment de dernier cri. C'est vrai, il y a l'imagerie fonctionnelle, le PET scan, etc. Malheureusement, disponible juste dans 2 villes au Maroc, Casa et Rabat. Et ça coûte très cher, 20 000 dirhams. L'IRM, ça coûte 3 000. Le scanner, il n'a aucune place dans l'Alzheimer. On continue à voir malheureusement des patients qui viennent avec un scanner qui montre pratiquement rien, parce qu'on a vu tout à l'heure que c'est l'hippocampe, la partie interne du lobe temporal qui est touchée. Et là, vous voyez très très bien sur cette IRM de droite que le cerveau est tout à fait normal. Là, vous avez les ventricules, du liquide normal. Et là, vous avez le cerveau, le lobe temporal. Et là, vous avez l'hippocampe qui est le plus touché dans la maladie d'Alzheimer. Et regardez à gauche, un cerveau atteint de maladie d'Alzheimer. Regardez, l'hippocampe a pratiquement fondu. Il n'y a plus d'hippocampe. Et en fait, c'est ça la structure où commence le problème, la première année ou les premiers mois d'évolution. Et après, il va s'étendre. Donc, par exemple, là, c'est un cas, je dirais, il a au moins 4-5 années d'évolution. En voyant que l'atrophie ne touche pas que l'hippocampe, parce que là, on a vu tout à l'heure, le stade 3 et 4, c'est que l'hippocampe qui est touché. L'hippocampe, c'est la partie interne du lobe temporal. Et là, vous voyez la partie externe qui est touchée, et surtout le lobe pariétal. Et là, vous allez avoir un malade, par exemple, qui va avoir de gros troubles de mémoire et surtout des problèmes de comportement et tout. Là aussi, vous avez un autre cas. Regardez, pratiquement, le lobe temporal, déjà, on ne le voit pas très bien ici. Ça, c'est un scanner. Ça, c'est une IRM. Vous voyez, en fait, le scanner, il est très, très pauvre, mais dans les stades avancés, il peut quand même montrer quelques petits signes. Et regardez le lobe frontal ici, la partie tout antérieure, qui est complètement atrophiée. Donc ça aussi, c'est des stades avancés, je dirais un stade 7-8 facilement. Et là, regardez sur l'IRM, comme elle montre bien les choses, le lobe pariétal touché. Et là, vous voyez le lobe pariétal dans sa partie antérieure, le lobe frontal, il est complètement fondu, et surtout le lobe temporal. Regardez le cervelet, le reste, ils sont intacts. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu par rapport à chaque partie, quelle est la structure qui est responsable. Par exemple, là, vous avez la mémoire, c'est l'hippocampe, vous avez le langage, c'est la partie externe du lobe temporal, et là, vous avez la partie lobe pariétal. Donc tout ça, c'est touché, mais un petit peu dans cet ordre chronologique. Et si vous avez l'atrophie de tout le cerveau, ça veut dire que c'est des stades avancés. Donc bien sûr, les démences, toutes ne font pas l'Alzheimer. On a vu tout à l'heure, l'étude qu'on a fait à Marrakech, c'est 50%. En France, par exemple, c'est 60% de toutes les démences. Donc toujours, quand un malade vient avec un syndrome démentiel, donc c'est mieux de parler d'un syndrome et pas parler de démence Alzheimer d'emblée, parce que parfois, quand vous mettez l'étiquette démence Alzheimer, le médecin qui va venir voir après ou le pharmacien, il ne va même pas se casser la tête. Là, il va garder la même étiquette. Donc toujours penser, est-ce que c'est le bon diagnostic ? Et là, on a eu pas mal de cas où c'était parfois des problèmes de diagnostic différentiel, des gens qui ont d'autres maladies, comme par exemple, c'est vrai, le vieillissement normal du cerveau. On a surtout les problèmes parfois de scanner et d'IRM interprétés avec atrophie ou grosse atrophie. Et parfois, ça inquiète les familles, les patients. Et là, on a eu plein de cas donc, qui viennent juste pour un problème comme ça. Et quand on cherche, on trouve qu'il n'y a aucun problème. Par exemple, le monsieur, il est parti pour une sinusite. Et là, on a trouvé une atrophie comme ça.
Et là, on lui dit oui, peut-être c'est l'Alzheimer qui commence, alors qu'il n'a rien. Donc ça, il ne faut pas être alarmiste. Il faut toujours, bien sûr, diagnostiquer, traiter quand il y a des signes cliniques, mais sinon, ça ne sert à rien d'effrayer les gens. Parfois, les gens dépriment, et parfois, vous avez de grosses difficultés à prendre en charge une dépression qu'on a créée nous-mêmes suite à des signes qui sont tout à fait banaux. Donc, les démences curables, bien sûr, toujours non. On commence par les démences curables. Démences curables, c'est-à-dire c'est des démences dues à des causes qu'on peut diagnostiquer, traiter et soigner. Ce n'est pas comme l'Alzheimer où il n'y a aucun traitement à ce jour qui est efficace. Et par exemple, là, il y a les démences vasculaires, quelqu'un qui a l'HTA, le diabète, hypercholestérolémie. Heureusement, au Maroc, on n'a pas l'obésité. Par exemple, aux États-Unis, 48% des femmes, 42% des hommes, ils ont une obésité. Donc au Maroc, on a quand même le régime méditerranéen, mais qu'on commence un petit peu à suivre le mode, je dirais, nord-américain et européen. Donc ça, c'est des choses qu'il faut éviter parce que sinon, il y a le risque de démence vasculaire, comme vous le voyez ici. Donc là, il y a des lésions cérébrales diffuses. Par exemple, une IRM d'un cas d'Alzheimer, vous n'allez jamais avoir des images comme ça. C'est soit l'atrophie, soit rien du tout au début. Donc vous pouvez avoir des problèmes métaboliques comme l'hypothyroïdie. Donc ça, c'est un test très simple. On fait la T3, la TSH, et parfois, ça peut nous confirmer que c'est une hypothyroïdie qui peut donner le tableau identique à la maladie d'Alzheimer. Et si vous diagnostiquez ça, donc là, ça nous permet d'instaurer un traitement par l'évothyrox et tout rentre dans l'ordre. Ou bien ça peut être infectieux. La syphilis, elle est encore fréquente chez nous. À Marrakech, par exemple, on a une série de 320 cas de neurosyphilis. C'est la syphilis secondaire et tertiaire qui peut toucher le cerveau et qui peut donner aussi une démence avec trouble de mémoire. Mais la particularité de la neurosyphilis, c'est qu'elle donne surtout un problème de délire de grandeur. Donc les gens qui se croient riches, qui se croient, c'est pas un cadre de la société, etc., alors qu'il ait une tenue un petit peu débrayée. Et parfois, ils ont un délire qui est illogique. Et le moindre doute, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait le TPH-AVDRL, un test très très simple dans le sang, qui coûte même pas 150 dirhams. Et on a eu plein de cas donc, qui ont une neurosyphilis. Et quand on l'a fait dans la ponction lombaire, on confirme. Et après, on met les malades sous pénicilline G, un traitement de 4 cures pendant une année, 30 millions chaque jour pendant 10 jours, à répéter tous les 3 mois pendant une année. Et les malades vont s'améliorer, ils vont récupérer. On a eu des cas qui récupèrent totalement. Ils retrouvent la mémoire, ils regagnent son travail, sa famille et tout. Et donc là, c'est dommage de ne pas penser à des causes secondaires comme ça, alors qu'on pense d'emblée à des causes dégénératives où il n'y a pas de traitement efficace. Donc c'est vrai, il y a le Creutzfeldt-Jakob, malheureusement, ce n'est pas curable lui aussi. C'est des maladies liées au prion. On a eu quelques cas au Maroc, mais c'est quand même moins fréquent par rapport à la syphilis. Creutzfeldt-Jakob, c'est souvent des gens qui ont une démence et surtout qui vont avoir des myoclonies. Donc quelqu'un qui a des myoclonies, par exemple, il prend le verre, il le fait tomber, une dégradation intellectuelle avec trouble de mémoire, des mouvements anormaux comme ça, un âge avancé. Et surtout, on fait l'électroencéphalogramme, on a ce qu'on appelle des complexes périodiques tout à fait typiques. Et là, si on doute, on fait en fait un test dans le LCR qui permet de confirmer. Malheureusement, ça ne se fait pas au Maroc. Ça coûte 1000 dirhams, ça s'envoie en France ou ailleurs. Et donc, vous avez la confirmation. On a eu dernièrement un cas il y a 6 mois, d'ailleurs, qui était pris pour Alzheimer. Et finalement, quand on a admis le malade à l'hôpital, on voyait que le malade avait des myoclonies. Alors que l'Alzheimer, il n'y a jamais de myoclonies. Myoclonies, c'est des secousses musculaires. Et finalement, quand on a trouvé, c'était un malade, on a fait l'électroencéphalogramme, un examen très simple qui prend 20 minutes, et on a trouvé des complexes périodiques, et finalement, c'était un Creutzfeldt-Jakob qui a été confirmé, d'ailleurs, il a été publié dans, vous pouvez chercher sur Medline, et donc finalement, c'était un Creutzfeldt-Jakob qui était pris pour Alzheimer. Donc après, c'est les démences des maladies de système. Les maladies de système, c'est le lupus érythématodisséminé, c'est le Gougerot-Sjogren, c'est la périartérite noueuse, etc., beaucoup de maladies. Et là aussi, elles peuvent toucher aussi le cerveau, donner des troubles de mémoire, mais en général, vous allez avoir des signes systémiques, des problèmes cutanés, des problèmes articulaires, des arthrites, des éruptions cutanées comme le lupus, une sécheresse oculaire buccale pour le Gougerot. Et si vous avez une démence avec ces signes-là, il faut penser plutôt à un problème de maladie de système. Vous pouvez avoir aussi des tumeurs. La hantise, bien sûr, c'est de passer à côté d'une tumeur parce qu'un traitement chirurgical, regardez par exemple là, c'est un énorme méningiome. Et là, c'était aussi un malade pris pour Alzheimer. Et finalement, quand on fait l'IRM, on tombe sur un méningiome énorme. Et un malade, s'il est opéré à temps, il peut récupérer à 100%. Ou là, parfois, vous pouvez avoir des problèmes aussi tumoraux de métastase. Les problèmes d'hydrocéphalie à pression normale, donc là, en fait, c'est des patients qui ont des problèmes cognitifs de démence et surtout, ils vont avoir des troubles sphinctériens et des problèmes de la marche, ce qu'on appelle la triade d'Adams-Hakim. Une fois on a ça, il faut penser rapidement à l'hydrocéphalie à pression normale. C'est un problème de déséquilibre entre la production de LCR et la résorption. Et si vous faites une ponction lombaire, les malades vont être améliorés et surtout, une dérivation peut régler le problème.
Donc les autres démences dégénératives, bien sûr, toujours on laisse en dernier lieu. Il y a les autres démences dégénératives, bien sûr, il y a la démence de Pick, la démence des cours de Lewy. La démence, par exemple, là, vous avez des signes de Parkinson associés, il y a 3 ou 4 autres démences, et donc, en général, il n'y a pas de traitement comme l'Alzheimer, donc il faut les laisser en dernier lieu. Donc, comment maintenant diagnostiquer la maladie? Donc, tout d'abord, la clinique, on pense, c'est les signes cliniques, on fait des tests, il y a des batteries spécialisées, donc c'est vrai, il y a 4 ou 5 batteries très, très spécialisées, mais il y a le Mini Mental State, donc c'est un test très facile que vous pouvez télécharger sur Internet, qui comporte 30 questions, très faciles à passer, par médecin généraliste, par le pharmacien, donc il prend même pas 10-15 minutes, et après vous avez l'orientation dans le temps, 5 points, dans l'espace, l'écriture, la lecture, un ordre simple, la mémoire immédiate à court terme, donc des questions très simples, et après vous faites la somme sur 30, et donc soit vous avez 27 à 30, c'est normal, vous avez 23 à 27, il y a des troubles de mémoire débutants, ça peut être un Alzheimer précoce, ou parfois moins de 23, ça peut être un Alzheimer avancé. Bien sûr, ce n'est pas typique d'Alzheimer, ça peut aussi montrer des signes de démence dans d'autres maladies. Il y a la biologie, il y a aussi l'imagerie. Donc la biologie, on va voir. Donc quand demander l'IRM actuellement, il faut qu'elle soit demandée dans tous les cas quand on a bien sûr une démence, pas une pseudo-démence comme les cas de dépression. Et là, il y a les recommandations de la Haute Autorité de Santé française qui a, depuis 2008, donc bien sûr dans les guidelines, par exemple en France, hors de question de ne pas faire au moins une IRM. Chez nous, malheureusement, parfois les malades n'ont pas les moyens, n'ont pas le RAMED. Vous savez bien que le RAMED n'autorise les frais qu'à l'hôpital. L'IRM, bien sûr, si vous êtes à Marrakech, on peut faire une IRM par le RAMED, mais par exemple dans d'autres villes où il n'y a pas d'IRM à l'hôpital, impossible de la faire. Et donc l'imagerie cérébrale systématique est recommandée pour toute démence de découverte récente, même dégénérative, il faut faire une IRM. Et donc le but de l'examen, ce n'est pas uniquement de penser au dégénératif, mais surtout d'éliminer les causes curables, comme les tumeurs, hydrocéphalie, séquelles d'accidents vasculaires, etc. Donc la radiologie, bien sûr, là, on a vu tout à l'heure qu'il y a des études volumétriques, et parfois c'est des études qui permettent de compter et de voir le volume de l'hippocampe, comme vous le voyez ici. Regardez ici, par exemple, ça, c'est un grade au début, comme le sujet normal, et plus vous avancez, le grade 1, vous voyez, donc là, l'atrophie qui commence, le grade 2, 3, 4, etc. Par exemple, ça, c'est un stade très, très avancé, et regardez, ça touche même le reste du cerveau. Et donc là, il y a en fait des cotations qui parlent de la taille de l'hippocampe, l'élargissement des cornes, ce que vous voyez ici, donc c'est ça les cornes où il y a du LCR. Par exemple, là, il n'y a aucun élargissement, là, il y a un élargissement. Et donc ça permet un petit peu d'aider par des études volumétriques à poser un diagnostic très évocateur. C'est vrai, il y a l'imagerie fonctionnelle. Actuellement, on peut faire même l'étude de l'hippocampe. Vous voyez, en fait, ça, c'est le vivant chez un malade. Donc, bien sûr, on n'ouvre pas le cerveau. On peut faire une imagerie fonctionnelle qui va montrer exactement l'hippocampe sans... Tout à l'heure, si vous regardez tout à l'heure, en fait, là, vous voyez l'hippocampe indirectement. Alors que ici, sur cette image, en fait, grâce à l'imagerie fonctionnelle, grâce à des métabolismes d'injection de produits radioactifs parfois, on peut avoir exactement le volume et la taille de l'hippocampe. Donc la biologie, c'est vrai, là, il y a plusieurs marqueurs qui vont un petit peu démontrer les problèmes qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer. En fait, là, il y a la protéine bêta 42. Donc, en fait, c'est une protéine qui est touchée, comme on l'a dit tout à l'heure. En fait, là, c'est une protéine qui est catabolisée de façon inadéquate. C'est un sujet normal. En fait, là, il est dégradé exactement là où il faut. Et après, là, il va suivre toute une voie catabolique tout à fait normale. Chez le malade d'Alzheimer, donc, il ne suit pas cette voie-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle va s'accumuler. Et après, une fois accumulée, donc là, elle va stagner dans les neurones. Et une fois, elle va remplir les neurones, il va les tuer. Et après, on va avoir les plaques séniques qu'on a vues tout à l'heure sur la première image. En fait, c'est comme une cimetière de neurones. Et après, quand les neurones vont mourir en grand nombre, vous allez avoir les dégénérations neurofibrillaires. Et après, vous allez avoir la dégradation du cerveau. Et les signes vont être très, très importants. Donc, en fait, là, il y a dans le futur, il y a un nouveau test qui vient d'être publié. Par exemple, là, en fait, c'est des articles de 2015, comme vous le voyez ici. Donc, ça, c'est septembre 2014, janvier 2015. En fait, qui parle d'une nouvelle protéine. Parce qu'avant, comment on faisait le test? On le fait par les études IRM fonctionnelle, en étudiant le volume, on fait la ponction lombaire, on cherche les protéines, les fameuses protéines, ou bien qu'est-ce qu'on fait actuellement? On peut faire la recherche de l'homocystéine dans le sang et aussi dans les urines. Et en fait, c'est une protéine vraiment toute récente, c'est vrai, ce n'est pas encore validé, par exemple par la FDA aux États-Unis,
Même en France, ce n'est pas encore validé comme test fiable, c'est toujours la ponction lombaire. On cherche les rapports des protéines. Il y a la protéine Tau, il y a la protéine bêta-amyloïde. Et en fait, on fait des rapports et vous allez avoir la certitude diagnostique dans 99% des cas. Donc en fait, cette nouvelle protéine, l'homocystéine, là, c'est un très très bon marqueur. Et là, il y a eu beaucoup de cas qui montrent une association très très fiable entre l'Alzheimer, l'homocystéine dans le sang et même la vitamine B12, l'acide folique, etc. Donc il y a une autre étude, donc c'est vrai, qui critique un petit peu le problème de l'atrophie du cerveau avec le problème d'homocystéine. Il y a d'autres en fait qui montrent l'association avec la perte en fait au niveau de la substance grise chez le malade Alzheimer au niveau de l'imagerie des taux élevés d'homocystéine. Donc là, j'espère que ça sera le test dans le futur. Et là, ça va être fait comme on fait un test de grossesse ou un test sérologique tout à fait simple. Actuellement, même dans les urines, en fait, on peut la faire. D'ailleurs, donc, il y a cette étude-là aussi qui a été publiée déjà en 2012, qui a étudié 70 cas Alzheimer avec 34 cas contrôle. Et donc là, il a trouvé un effet positif et statistiquement différent entre ces deux variables, c'est-à-dire entre les malades Alzheimer chez qui c'était élevé et les contrôles où c'était normal. Pour ce qui est des traitements, bien sûr, malheureusement, à ce jour, il n'y a aucun traitement efficace. C'est vrai, nous aussi, on prescrit des produits, mais il y a quand même l'efficacité prouvée des produits, surtout dans les stades précoces. On a vu tout à l'heure, il ne faut pas attendre que tout le cerveau soit atrophié, sinon ça ne sert à rien. Il y a même des gens qui arrêtent le traitement après 2-3 années d'évolution. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On a dit tout à l'heure que beaucoup de malades, parfois, ils ont une dépression, une anxiété, un stress, et parfois ça peut générer des problèmes plus de concentration que de mémoire. Et parfois, si on ne fait pas attention, surtout avec, vous le savez, malheureusement, parfois les médecins aussi sont pris par les malades. Il y a des médecins, des collègues malheureusement qui voient, c'est pas 30-40 malades par jour. C'est normal, au début, vous allez être assez juste avec le malade, diagnostiquer bien et tout. Mais en fin de journée, imaginez à 21h, etc., vous avez encore 10 malades qui attendent. Ben, c'est normal que vous n'allez pas être performant. Même le médecin lui-même, ses fonctions cognitives à lui-même ne vont pas être capables de détecter le problème chez le malade. Donc, comment voulez-vous que déjà ce médecin-là, il faut qu'il se repose, parce que sinon, lui-même, il va avoir des problèmes de mémoire pour aller chercher dans son disque dur, si j'ose dire. Donc, en fait, là, on commence toujours par un traitement antidépresseur. Et là, c'est, en fait, au cours de la première consultation, parfois, en fait, on fait appel aux antidépresseurs plutôt sérotoninergiques. Et ça, c'est comme test diagnostique afin de ne pas passer à côté d'une dépression. Parce que même dans les cas douteux, c'est mieux, je ne sais pas, de courir un petit peu le risque de quelques effets secondaires. Je dirais, en fait, pas gaspiller, mais en fait, là, c'est la règle, même en France, même aux États-Unis. Ils donnent un traitement. Vous savez que les antidépresseurs, ils ont besoin minimum de 2-3 semaines pour agir. Donc là, ils donnent un traitement de 3-4 semaines, même jusqu'à 2 mois, et là, ils voient. On a eu des cas qui sont venus pour Alzheimer. Finalement, sous traitement antidépresseur, ils se sont améliorés. Donc là, c'est impossible que ce soit un Alzheimer. Alzheimer, il ne va jamais s'améliorer sous sérotonine. Et donc, finalement, c'est un test qu'il faut faire dans la majorité des cas. En cas d'angoisse, bien sûr, éviter les benzodiazépines, ça ne fait qu'aggraver, sujet âgé déjà, Alzheimer en plus, mais Probamat, malheureusement, il n'est plus disponible actuellement. Donc ça, c'est les traitements antidépresseurs, les traitements spécifiques, parce qu'en fait, là, il y a eu des études qui ont montré que l'acétylcholine est très, très effondrée chez les malades qui ont l'Alzheimer. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? En général, on donne les inhibiteurs de la cholinéstérase. Donc en fait, c'est par exemple l'Aricept, le Décennie, etc., ou les autres génériques. En fait, c'est des médicaments qui vont restaurer un petit peu l'acétylcholine. Et là, il a été prouvé la relation entre la chute de l'acétylcholine et le problème des troubles de mémoire et de la maladie d'Alzheimer. Et donc, il y a aussi d'autres produits, le Riminil, l'Exelon, malheureusement, qui ne sont pas disponibles au Maroc. C'est vrai, l'Exelon patch, oui. D'accord. Il y a aussi les antiglutamates, par exemple la mémontine, ou les Bixa, donc ce n'est pas disponible chez nous. Donc il y a aussi des apporteurs de précurseurs nécessaires pour produire plus d'acétylcholine, comme la choline ou la lécithine. Et donc, comme je l'ai dit, en fait, ces traitements sont efficaces s'ils sont donnés dans le MCI au cours de la première année, ou parfois 2-3 années après. En général, les résultats sont très, très significatifs, et on a eu des cas qui ont été stabilisés pendant des années. Vous laissez le malade jusqu'à 4-5 années après, en général, ces traitements ne vont pas donner de résultats. Les nouveautés, c'est surtout les cultures et les greffes de cellules souches.
C'est vrai, là, il y a eu des études, surtout chez les rats, les souris. Il y a des modèles d'Alzheimer chez les souris. Comment, bien sûr, on teste la mémoire chez la souris. Là, ils mettent une sorte de labyrinthe, ils mettent une récompense. Après, la souris, elle va reconnaître la récompense. Et là, ils chronomètrent le temps. Après, ils peuvent comparer les souris malades avec les souris saines, étudier le comportement et tout. Et là, il y a eu des études donc, qui ont montré en fait, que les cellules souches extraites de la moelle osseuse peuvent donner en fait, un mieux, et surtout s'ils sont réimplantés chez les patients. Il y a d'autres études, par exemple une étude faite en Grande-Bretagne, en fait, ils étudient des amas de protéines Tau. La protéine Tau, en fait, c'est la protéine qui est la plus incriminée dans la genèse de la maladie, plus que la protéine bêta-amyloïde. Et donc, en fait, là, ils ont testé ça chez plusieurs patients en Grande-Bretagne et à Singapour, donc à un stade bien sûr précoce. Et là, ils ont trouvé des effets surprenants chez ces malades-là. Ils auraient en fait vu le déclin de leur capacité cognitive réduit de 81%. Il y a aussi des études de vaccins. C'est vrai, il y a une étude récente faite il y a même pas une année, donc une équipe de New York, des psychiatres, où il y a d'ailleurs un psychiatre marocain dans un centre de recherche. Et là, ils sont en train de tester un vaccin contre la protéine Tau, parce que la protéine Tau, c'est prouvé actuellement, c'est elle la plus néfaste et la plus, si vous voulez, responsable des dégâts du cerveau. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait les chercheurs? Ils ont pris des modèles de rats Alzheimer, ils ont cherché à neutraliser cette protéine Tau grâce à des vaccins. Et là, les premiers travaux sont très, très encourageants. Et donc, j'espère que dans peut-être 10-15 ans, on pourra peut-être avoir un vaccin, comme le vaccin de la grippe ou de l'hépatite B, un vaccin contre la maladie d'Alzheimer. Donc, les résultats sont encourageants, mais chez le rat. Donc, chez l'homme, peut-être, ça va demander 5-10 ans. Et donc, ça, c'est des travaux déjà bien avancés. Donc, c'est vrai, plusieurs études abordent différents aspects de la prise en charge. D'accord, il y a en fait des techniques de psychothérapie, des techniques d'hypnose, etc., d'acupuncture. Il y a plusieurs techniques en fait qui ont abordé ces patients-là, donc qui réduisent l'agitation. Et toujours le problème de l'Alzheimer, c'est les malades qui s'agitent. Et parfois, vous ne savez même pas pourquoi le malade s'agite. Parfois, il peut être constipé, il peut avoir des vertiges, il peut avoir, c'est pas avoir faim. Un malade Alzheimer, donc quand il a faim, parfois il oublie même ce qu'il faut faire pour ne plus avoir faim. Donc un cerveau normal, vous savez qu'il faut manger pour ne plus avoir faim, boire pour ne plus avoir soif. Le malade Alzheimer, il n'a même pas ces choses-là en mémoire. Donc il a faim et après il va avoir des crampes épigastriques, il va crier, il va hurler. Et donc s'il n'y a pas quelqu'un qui connaît qui n'a pas mangé, et parfois il faut lui rappeler de manger ou de boire, etc., ou d'aller aux toilettes. Et donc parfois ça fait exciter les malades. Et là, il faut calmer ces malades-là. Et même dans les centres spécialisés, il y a des techniques très très spéciales. Il ne faut jamais contrarier le malade. Donc toujours c'est vrai, il y a même des malades dans les centres, il peut aller dormir dans la chambre de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, on prend l'autre personne, on la fait dormir ailleurs, etc. C'est juste pour ne pas l'exciter. Donc c'est vrai, il y a aussi les effets de l'angiotensine récepteur. Donc ça, pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont montré les relations entre les problèmes vasculaires et l'Alzheimer. D'ailleurs, les gens qui ont des facteurs de risque, l'obésité, le diabète, le tabac, etc., ils sont plus exposés à la maladie d'Alzheimer que les sujets qui sont en bonne forme et en bonne santé. Les gens qui pratiquent du sport, qui ont l'IMC inférieur à 25, etc. D'accord, donc c'est vrai, là, il faut aussi les efforts de lire, etc. Donc ça aussi, ça permet d'étudier l'effet positif de ces choses-là. Et donc là, il y a d'autres techniques un petit peu très, très à jour. Il y a, en fait, en dernier lieu, il y a les mesures de protection des patients. Donc c'est vrai, il ne suffit pas juste de traiter, de diagnostiquer, de traiter, d'éliminer ce qui n'est pas ça. Le problème de l'Alzheimer, c'est que les gens parfois ne sont plus maîtres de soi-même. On a eu un cas dernièrement ici à Marrakech qui a perdu 7 millions de centimes en une journée. Il sortait avec son chéquier et les gens qui connaissent parfois qu'il a des problèmes de mémoire et après il va juste lui demander de me donner parce que je vais te faire ça, je vais te régler tel problème. Et après il remplit des chèques à des gens et le lendemain sa famille se sont rendu compte que le monsieur il a perdu 7 millions grâce à des dons de chèques à des gens qu'il ne connaît même pas. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut protéger ces patients. Bien sûr il faut les protéger. Ce problème de protéger, bien sûr, c'est bénéfique pour le patient, mais parfois, il faut faire attention. Donc, c'est vraiment personnellement, d'ailleurs, comme beaucoup de collègues, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, quand il y a quelqu'un qui veut demander un certificat médical parce que le père ou la mère n'est plus capable de gérer
ses avoirs, etc., donc de se gérer soi-même. Donc toujours, il faut exiger toute la famille qu'elle soit là afin de signer le certificat, parce qu'on a eu dernièrement des cas. Donc il suffit par exemple de signer à la fille ou au fils, et après vous allez avoir 2 ou 3 autres fils qui vont venir de l'étranger, et après ils vont vous dire, en fait là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez donné l'autorisation à ma soeur, il a vendu tous les biens, et nous, qu'est-ce qu'on devient, etc. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire attention. Malheureusement, il y a des gens parfois qui profitent de la maladie de leurs parents, des gens de mauvaise foi, même dans les fils et les filles des patients. Donc ce qu'il faut faire, bien sûr pour les gens qui font des certificats, c'est qu'il faut exiger la présence de toute la famille, l'épouse, etc., ou au moins une procuration. Et comme ça, si vous avez toute la famille, à ce moment-là, vous êtes en droit de dire oui, le monsieur, il n'a pas ses capacités intellectuelles, etc. Et après, le juge peut autoriser quelqu'un donc à gérer, à avoir une tutelle, une curatelle, etc. Et après, c'est ce monsieur-là qui va gérer le compte, gérer les biens, vendre, acheter, etc. Donc ça, c'est un grand problème auquel on est confronté. Donc il faut aussi ne pas oublier les aides ménagères, les soins infirmiers. Malheureusement, au Maroc, ce n'est pas pris en charge à domicile. Ce n'est pas comme en France. Un malade, il peut être pris en charge à domicile par la sécurité sociale. Donc chez nous, il faut tout payer. Et donc ça, il faut aussi penser à le restaurer chez nous. Parce que c'est vraiment, il y a des gens, on n'a pas encore assez de centres. Et la famille ne peut pas tenir le coup. Et c'est très très cher si vous ramenez un infirmier chaque jour, 100 ou 200 dirhams par jour, ramenez le kiné, etc., les médicaments et tout. Donc les problèmes rencontrés au Maroc de la prise en charge de la maladie, en fait, je vais les résumer brièvement. C'est tout d'abord le manque de structures spécialisées, des centres spécialisés et d'associations. Donc ça, c'est juste le manque de neurologues. Ça, c'est une carte, vous allez avoir malheureusement, juste pour savoir que à la région de Rabat Casa, en fait, on a 50% de tous les neurologues sont centralisés au niveau de Casaraba. 35%, c'est plus la région de Fès, Tanger, Tétouan, un petit peu Meknès, bien sûr. Le reste, Oujda et le reste, pratiquement, il n'y a rien du tout. La région de Marrakech, c'est presque 11%. Et donc, c'est vrai, c'est surtout Marrakech qui prend la part du lion avec le CHU, avec l'hôpital militaire, Mamounia, etc. Privé, il y a 4 privés actuellement à Marrakech. Les autres villes, il y a un seul, par exemple, à Souira, mais il n'est plus à Souira, il est parti à Oujda, parce qu'il a eu un poste de PA à la fac de médecine d'Oujda. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire là, on prive une ville d'un neurologue alors que, normalement, il ne faut faire partir quelqu'un jusqu'à le faire remplacer. Et bien sûr, le sud, il y a, c'est vrai là, il y a un neurologue. À Agadir, il y a 2 dans le public, il y a 3 dans le privé. Tsaroudant, il y a un seul. Goulmim, un seul. Layoun, un seul. Dakhla, un seul. Et malheureusement, c'est vraiment des chiffres très, très... Vous voyez, donc là, 1% dans tout le Sahara marocain. Donc ça aussi, c'est vraiment... Il y a des malades parfois qui prennent... Ce matin, par exemple, j'ai vu un malade qui vient de Goulmim parce qu'il a un problème de problème autre que l'Alzheimer. Donc il est venu de Goulmim jusqu'à Marrakech pour se faire soigner. Pourquoi? Parce qu'à Goulmim, il y a un seul neurologue. Le neurologue n'est pas toujours présent. De toute façon, toute une salade du ministère de la Santé, malheureusement, pour laquelle ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc l'éloignement des structures de santé spécialisées, comme je vous l'ai expliqué, parfois on a des malades, on a même des malades qui viennent jusqu'à Marrakech, de Dakhla, etc. Les troubles de mémoire sont banalisés. Vous avez beaucoup de gens qui prennent à la légère le trouble de mémoire ou qui n'ont jamais les gens à consulter. Ou parfois c'est l'inverse, on dramatise trop. Des gens qui voient 30 médecins, qui font 2 IRM, scanner, il fait les tests, on envoie en France, etc. Il n'a rien du tout. Finalement, bien sûr, il va y avoir du stress, il va y avoir aussi des troubles liés au stress qui vont générer des problèmes de concentration. Et donc ça, c'est plus... donc en fait, il nous faut aller consulter. Que si vous avez des troubles de mémoire attestés. Le spécialiste non neurologue qui traite aussi la maladie, ça c'est un problème qu'on n'a que dans les pays en développement. C'est vrai, on n'a rien contre les collègues neurochirurgiens, psychiatres, mais l'Alzheimer c'est une maladie neurologique. Donc si vous avez un bon conseil à dire aux malades, c'est d'aller voir le neurologue ou le gériatre. Malheureusement au Maroc, on a très peu de gériatres, je dirais 9 ou 8, et c'est plus des internistes qui ont été mutés à la gériatrie, alors que normalement ça doit être des généralistes et pas des internistes. Internistes, c'est vrai, c'est une autre vision, ils voient les maladies de système, etc. Donc ça, c'est un autre problème aussi. Donc les médecins généralistes, souvent hors circuit, malheureusement, alors que ce sont eux qui sont à côté. Les collègues pharmaciens, c'est vrai, ils nous aident un petit peu parce que beaucoup de malades, parfois, sont adressés par les pharmaciens. Donc c'est vrai, et surtout le conseil donné aux malades, etc., continuer le traitement, ne pas arrêter et tout. Je pense que la place du pharmacien, elle est cruciale dans notre système de santé. La cherté des médicaments, donc on remercie les laboratoires, Cooper et les autres laboratoires qui ont mis des génériques sur le marché, parce que sinon les malades 1000 dirhams, d'ailleurs la récepte avant, donc on n'a rien contre Pfizer, mais en fait 1000 dirhams par mois, c'est trop. Les gens qui n'ont ni mutuelle ni rien du tout, ils ne peuvent pas se payer 1000 dirhams chaque mois.
Les soins à domicile qui sont très coûteux et ne sont pas pris en charge par la mutuelle. Problèmes juridiques, donc on a déjà parlé, les testaments, curatelles, tutelles, ça pose de grands problèmes chez nous. La charge énorme pour la famille, on a eu des cas qui se sont suicidés, des cas qui ont déprimé, c'est juste parce que la pauvre épouse conjointe, c'est la seule, et imaginez un sujet âgé qui fait l'Alzheimer, ça devient comme un bébé. Après, il va faire pipi dans ses vêtements, etc. Il faut lui faire les couches, l'emmener aux toilettes, lui faire manger, et surtout s'il est costaud, on a eu des cas qui sont étranglés, c'est-à-dire là, il veut l'emmener pour faire sa toilette, et lui, il lui donne des coups de poing sur le visage, il refuse, etc. Et parfois, c'est vraiment très, très délicat. D'accord, donc là, il y a aussi la charge et les dérangements pour les voisins, donc ça aussi, c'est un grand problème. Donc, en conclusion, il faut toujours être solidaire contre cette maladie, une grande sensibilisation, bien sûr, de tout le monde, même le grand public, les gens qui ont des cas d'Alzheimer dans la famille, les pharmaciens, les généralistes, les spécialistes, tout le monde, en fait, les médias. Il faut un diagnostic précoce. Vous avez vu tout à l'heure que plus on traite précocement, et plus le traitement est efficace, donc il ne faut pas attendre 2, 3, 4 années. En général, c'est les premiers signes. Si en fait on fait le diagnostic, il faut démarrer le traitement sur le champ. C'est pas comme le Parkinson, c'est parmi les rares maladies où même si vous ne traitez pas 6 mois, 1 année après, en général, rien ne va se passer. Au contraire, vous allez éviter l'échappement thérapeutique. Mais l'Alzheimer, il faut traiter le plus tôt possible. Former les médecins généralistes, bien sûr, sans oublier les pharmaciens et les généralistes qui doivent reconnaître la maladie. Ne jamais banaliser, jamais désespérer. Il y a beaucoup de gens en fait qui gardent et surtout en fait juste de stimuler, parfois même emmener le malade en consultation, voir le médecin, parfois adopter une relation amicale avec le malade, parfois ça stimule le malade et là il garde en souvenir le médecin. Parfois c'est le malade qui demande à la famille de l'emmener voir son médecin, etc. Et parfois faire sortir un malade de chez lui, aller dans un jardin. Pensez aussi à des structures, des cafés Alzheimer. Donc là, il va y avoir bientôt un centre Alzheimer qui va être inauguré le 4 avril. Donc on a une association Espoir Maroc Alzheimer. Il y a une autre association ici à Marrakech, il y a d'autres dans le Maroc. Mais malheureusement, il n'y a pas un petit peu de synergie entre les associations. On a essayé un peu de tout fédérer. En 2003, il y avait une grande réunion méditerranéenne avec 9 pays ici pour faire une charte des associations, que tout le monde travaille pour le bien des malades. Mais malheureusement, c'est pas facile. Et donc ce centre-là, ça sera le premier centre médical, social et scientifique à Essaouira. Donc c'était un don de l'association Mogador. Donc les gens qui connaissent un peu Souera. Et donc il sera inauguré le 4 avril, les gens qui veulent être là-bas, à 4 heures de l'après-midi. Et ça sera à la clôture du Rail des Gazelles. Donc d'ailleurs le Rail aussi est impliqué. Donc ils vont aussi sponsoriser. Il y a une association monégasque aussi qui aide à un peu retaper le centre. Et donc, ça sera le premier centre qui va traiter les malades, qui va garder les malades, mais heureusement, juste le jour. On n'a pas en fait la possibilité de faire la nuit parce que c'est difficile. Donc, ça sera un centre d'accueil de jour et ça sera aussi une prise en charge à domicile. Il y a des gens du centre qui vont aller avec la famille à Souera pour commencer. Peut-être après, on verra Marrakech et d'autres villes. Et donc, il faut aussi assister la famille, donc créer d'autres centres. Il faut que le ministère aussi prenne au sérieux cette maladie et encourager à assister les associations des malades. Et je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des...